départements, même vos services, n'en veulent pas des PLS dans les conventions de réservation que vous passez, par exemple, avec la ville de Bagneux. Vous demanderez à votre directeur général de vous apporter quelques éclairages, mais vous verrez que la question du PLS, elle ne pose pas simplement de problème, entre guillemets, à Patrick Jarry et à ses amis. Elle pose problème à beaucoup sur le fait de le classer dans le logement social, et y compris parce qu'il y a un problème entre le niveau de loyer par rapport au niveau de plafond des salaires, enfin des revenus des ménages, et que le PLS est un produit justement mal placé dans cette affaire. Bon, mais juste petite information comme ça. J'avais prévu de ne pas revenir sur la question de l'autonomie des collectivités territoriales, en considérant que je m'étais largement exprimé sur ce sujet au moment des orientations budgétaires, et que, comme vous le savez, cette question de l'autonomie financière des collectivités territoriales est un sujet qui tient particulièrement à cœur au courant politique duquel je suis issu et au groupe auquel j'appartiens. J'y reviens donc, du coup quand même un peu, pas parce que je veux de nouveau rappeler que la mise en cause de l'autonomie financière des collectivités territoriales ou locales, c'est suivant le vocal qu'on veut prendre, est engagée par tous les gouvernements depuis le début du siècle, c'est-à-dire que tous les gouvernements ont contribué à éteindre l'autonomie des collectivités territoriales, et particulièrement celle des départements. Mais surtout, ce qui je trouve étrange dans le débat qui est ici, c'est que personne ne veut parler de cette question qui a été totalement mise en cause, qui est celle du lien entre les collectivités territoriales, et notamment les départements, et les entreprises. C'est-à-dire, on veut bien parler de la taxe d'habitation qui a été supprimée, c'était peut-être pas bien, etc., etc., mais personne ne veut dire que le plus grand scandale dans cette affaire, c'est que, à travers la réforme de la taxe professionnelle engagée par Sarkozy, puis celle de la CVAE qui vient d'être supprimée par le gouvernement actuel, en gros, aujourd'hui, aucun des territoires, c'est-à-dire ni les communes, ni les départements, n'ont plus aucun lien avec les entreprises, et que, oui, il faut le dire, il est indispensable que les entreprises partagent une partie de la valeur ajoutée qui se crée dans les entreprises avec les territoires dans lesquels elles sont. Et non seulement c'est nécessaire, c'est normal, et il n'y aura pas d'autonomie ou de retour à l'autonomie fiscale des collectivités territoriales telles que vous le souhaitez et telles que nous le souhaitons, parce que je partage avec vous qu'il y a un problème, au-delà du problème que ça pose de financement, ça pose un problème démocratique, que les collectivités territoriales n'aient pas cette autonomie. Cette autonomie ne peut pas revenir s'il n'y a pas une participation des entreprises à ce panier fiscal sur lequel les collectivités doivent non seulement percevoir des montants, mais doivent avoir le choix du taux. Historiquement, par exemple, dans ce département, il y a des communes qui avaient fait le choix d'avoir de faibles taux d'impôt sur les entreprises, et puis d'autres qui en avaient plus fort sur les habitants, et d'autres qui avaient fait l'inverse. Ça, c'est le choix politique des collectivités territoriales. Ça n'empêchait pas les uns et les autres d'avoir des niveaux d'entreprise dans leur ville, puisque les deux villes parmi les villes qui avaient les taux de taxes professionnelles les plus élevés du département, il y avait Nanterre et Levallois. Et chacun sait bien que ni à Levallois ni à Nanterre, ça empêchait les entreprises de s'installer, ce qui souvent était
le message passé par tous ceux qui voulaient exonérer les entreprises de la taxe professionnelle. D'ailleurs, ils y sont parvenus, ils ont fait la CVAE, puis maintenant, il n'y a plus rien du tout. Bon, voilà, donc je voulais redire ce mot. Alors, depuis notre débat d'orientation budgétaire, évidemment, et c'est logique, il n'y a pas beaucoup, il y a même peu ou pas de modifications, et c'est évidemment tout à fait normal. Ça veut dire que le débat d'orientation budgétaire était bien posé. Il n'y a pas de modification, enfin presque, puisque le gouvernement, lui, vient d'annoncer une séquence d'austérité applicable dès l'année en cours et les années suivantes. Il a également été clairement annoncé par le gouvernement que les collectivités territoriales, les collectivités locales, seraient concernées par ce coup d'austérité. Et donc on peut légitimement craindre que le budget dont nous débattons aujourd'hui soit à revoir de manière significative dans une prochaine décision modificative. Bon, bien sûr, dans les Hauts-de-Seine, il faut tenir compte des excédents. Alors certes, ils ont notoirement diminué, et il faut pour une part s'en féliciter, mais ils sont quand même de 116 millions d'euros sur l'exercice 2013. C'est quand même l'équivalent du budget de fonctionnement des transports du département. Donc, c'est pas rien, à moins que vous disiez que ce que vous faites pour les transports, c'est rien du tout. Bon. Je dis il faut quand même s'en féliciter, car il ne diminue pas sous le seul fait de la baisse des recettes, notamment des DMTO, mais aussi du retour à une gestion plus normale que nous avons réclamée avec véhémence et insistance pendant presque 10 ans. Les dépenses d'action sociale qui avaient été laminées et leur personnel avec retrouvent des volumes plus conformes à la responsabilité d'un département. Cela dit, dans ce domaine, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Si en juge, au-delà des chiffres, par le SST6 à Nanterre-Rueil, dont il est urgent que le déménagement dans de nouveaux locaux se réalise. Alors, dans votre rapport, vous parlez abondamment de la crise immobilière qui atteint fortement le département des Hauts-de-Seine, car cela implique une baisse des recettes. Je crois d'ailleurs que le département des Hauts-de-Seine tient le record en France de la baisse des DMTO, moins 30%. À vous lire, on constate deux choses. La crise immobilière n'aurait que des causes extérieures. Les taux d'intérêt et l'augmentation des coûts de construction, entre guillemets, liés à la crise post-Covid et à la guerre en Ukraine. Pas un mot sur la spéculation foncière et immobilière. Ah, c'est pratique, car vous n'auriez aucune responsabilité dans l'affaire. Et c'est réconfortant pour vous, car si à l'évidence on sort toujours des crises, d'ailleurs plus ou moins vite, ça laisse croire qu'après la crise, ça va recommencer comme avant. Eh bien, il y a de sérieux indices pour penser que non. Et ça vaut le coup d'en débattre, car la masse financière incroyable dont le département du 92 et quelques autres ont pu bénéficier pendant une décennie peut durablement être bien moindre. Dans les raisons de la crise, la spéculation immobilière et foncière n'y est pas pour rien. Alors, oui, les prix de l'immobilier se sont envolés. Et nombre de villes des Hauts-de-Seine, et votre majorité départementale, y avaient contribué. Vous vous en êtes même félicité, et vous avez refusé de participer à toute initiative pour tenter de la contenir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous la sortez complètement du débat. Normal pour vous, puisque c'est la loi du marché qui s'applique, qui doit s'appliquer,
et le logement est une marchandise comme les autres. Quand on se réfère aux chiffres de l'INSEE, repris par la Chambre régionale des comptes dans son rapport de mars 2024 sur la politique d'aménagement sur le territoire du Grand Paris, l'immobilier dans le Grand Paris, donc chez nous, a connu une augmentation de 250% entre 1993 et 2016. Oui, vous avez bien entendu, 250%, soit une augmentation annuelle de plus de 10%, qui, vous en conviendrez, est bien loin de l'évolution des revenus des ménages. C'est un fait incontestable. Il y a une déconnexion complète entre ce qui est le revenu des ménages, l'évolution du revenu des ménages et le niveau des prix atteints dans l'immobilier. Le cœur de la crise est là. Et les taux d'intérêt très bas, historiquement très bas, puisqu'en dessous de 1%, c'est quasiment jamais arrivé, n'a fait que manger, en réalité, masquer cette réalité-là, de la même manière que la défiscalisation, permise par toutes les lois successives, au départ pensée comme une idée peut-être intéressante d'inciter des investissements d'un certain nombre de familles, par exemple, en réalité a conduit à cela. D'ailleurs, si beaucoup ont été surpris par la crise, je rappelle que moi, j'avais dit au président de la République, au sortir du mouvement des Gilets jaunes, publiquement, que la prochaine crise qu'il y aurait en Île-de-France notamment, puisque je parle de ce que je connais, serait sur le logement. Nous y sommes. À cela, donc à cet élément-là durable dont il faut parler, il faut ajouter la fin du tout bureau. Je partage ce qui a été dit tout à l'heure. La construction de bureaux n'est pas simplement en rade pour une raison de prêt bancaire ou d'intérêt que les investisseurs porteraient à ça. Nous sommes sans doute à la fin d'un cycle de tout bureau et on est arrivé donc en Île-de-France à 56 millions de mètres carrés de bureaux. Et donc on peut considérer que la reconversion forcée d'une part de ces bureaux en logement ou autre est un impératif. Là aussi, on peut regarder les chiffres qui viennent d'ailleurs d'être publiés par la PUR, qui estime qu'entre 2009 et 2020, les emplois de bureaux ont augmenté de 7,6% au sein de la métropole, alors que dans le même temps, l'ensemble des surfaces de bureaux augmentait de 10%. Donc là aussi, on a un décalage entre la demande, finalement, l'utilité, et puis ce qui se fait. Donc le 92 a vécu sur la spéculation immobilière et la tertiarisation à outrance. Il va falloir changer de modèle et vous semblez ne pas le voir. J'ai un peu l'impression que vous êtes pris de court. La politique que vous menez dans toutes les collectivités de droite que la droite dirige en Île-de-France n'a pas seulement contribué à la spéculation immobilière et donc à la grave crise du logement, elle a aussi creusé les inégalités sociales et territoriales. Je me réfère évidemment au taux de pauvreté, un indice fiable. Les Hauts-de-Seine enregistraient 11,9% de familles situées sous le seuil en 2019, quand la Seine-Saint-Denis en comptait 27,9% et que le taux à l'échelle de l'Île-de-France était de 15,5%. Force est de constater, et nous le déplorons fortement, que les disparités n'ont pas disparu, elles se sont même aggravées. Même constat dans les villes de notre département. Bagneux, 20% des foyers sont dans cette situation, quand ils sont à 22% à Nanterre, 26% à la Garenne, 28% à Gennevilliers. Si je compare avec les 6% du Plessis-Robinson ou les 9% de Levallois-Perret, qui furent des villes à forte population ouvrière, d'où les ménages modestes et pauvres ont été chassés,
Les chiffres parlent d'eux-mêmes pour témoigner des disparités territoriales que nous dénoncions sans relâche, année après année, et ce, au prix d'une politique volontariste. Quand les indicateurs font la démonstration des inégalités territoriales, cette situation touche toutes les structures de la société. Et cet effort de non-mixité, oui, je l'appelle ainsi car il s'agit à l'évidence d'une démarche délibérée, d'un projet politique, rejaillit sur des secteurs qui constituent le socle de notre pacte républicain, tels que les écoles et les collèges notamment. Les conséquences en matière d'inégalité sont très graves, ainsi qu'en témoigne l'apparition récente de l'ouvrage édifiant de Mme Najat Vallaud-Belkacem et de M. François Dubet. Le ghetto scolaire, pour en finir, dont le titre est « Le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme », que j'invite chacun et chacune à consulter, car il nous enseigne que la propension au séparatisme territorial de la société française n'est non seulement pas anecdotique, mais force est de constater qu'elle est une des principales constantes qui s'est incrustée dans tous les secteurs de la vie quotidienne, au premier rang desquels se trouve l'école de la République, qui semble avoir rémisé une fois pour toutes l'idée d'égalité des chances, pourtant fondamentale à notre pacte républicain. Or, le phénomène d'évitement scolaire devient une tendance lourde qui aggrave la situation au sein des collèges, et dans ce cadre, la question du public et du privé n'est plus celle d'il y a 30 ans, nous le savons tous. Et sans doute, les Hauts-de-Seine représentent-ils un territoire d'exacerbation de cette situation. Or, pour une part, la République repose sur l'école au sens large. Pourquoi ne pas en débattre ici? Pourquoi ne pas produire nos propres études sur ce séparatisme scolaire dans les collèges des Hauts-de-Seine, puisque nous avons les chiffres? Monsieur le Président, quelle solution le Conseil départemental propose-t-il pour atténuer, ou est-il prêt à faire pour atténuer cette ségrégation sociale et scolaire? Est-ce que c'est comme dans l'immobilier, laissons faire le marché? Car des mesures existent face à ce phénomène qui n'est pas d'ordre de la fatalité, ni même du choix individuel des familles qui ne peut être en cause, mais le fruit d'une politique, d'une volonté politique exprimée et assumée. J'en veux pour preuve les mouvements de sectorisation, par exemple, auxquels ont procédé la ville de Paris au sein des collèges, mis en œuvre ces dernières années et qui visent à renforcer la mixité au sein des établissements. Car je le répète, il y a urgence à prendre en considération ce dont les chiffres témoignent de manière significative à l'échelle de ce département qui est une terre d'exclusion et de ségrégation. Pour terminer, je voudrais souligner que si votre rapport budgétaire est très détaillé, il est peu bavard, voire il fait l'impasse sur les budgets qui continuent de baisser, de manière significative. Par exemple, celui de la petite enfance, qui continue de baisser de l'ordre de 11%, et pas seulement pour les raisons de baisse de naissance. C'est le même constant sur l'ensemble des dépenses sociales, puisque vous nous dites que globalement, elle passe de 969 millions à 976 millions entre BP, soit une augmentation d'environ 7 millions d'euros. Or, au total, les dépenses sociales contraintes, celles liées aux allocations sociales, APA, RSA, PCH, elles passent de 327,2 millions d'euros à 343, soit plus 16 millions d'euros. Par conséquent, les dépenses sociales non contraintes baissent quelque part. Et pourquoi? Compte tenu du resserrement des recettes probablement durables, les priorités devront sans doute être plus claires. Pour nous, c'est le social, les collèges et la transition écologique. Et vos décisions, par exemple, en matière de locaux départementaux, seront examinées à la loupe. Si nous avons, semble-t-il, évité de peu la grande migration vers la défense avec des coûts faramineux à assumer,
On n'a pas évité l'acquisition de l'immeuble SoWork, devenu Arc, pour près de 104 millions d'euros payés cash. Il faut dire aussi que les propriétés immobilières ici, que les propriétés immobilières que le département a abandonnées ne pourront retrouver un usage utile dans le cadre du nouvel environnement immobilier qu'en acceptant une déprise de ces actifs au regard de ceux qui, à un moment, avaient été imaginés et même annoncés. De même que nous nous interrogeons toujours sur la nécessité d'un musée du grand siècle à Saint-Cloud, à proximité du musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, pour un montant de l'ordre de 120 millions d'euros, dont 52 millions cette année après 20 millions l'année dernière, et dont d'ailleurs la ville de Saint-Cloud ne voulait pas. On se garde bien d'ailleurs de nous parler des dépenses de fonctionnement de demain. Si nous avons toujours, et nous sommes toujours favorables aux dépenses en matière de culture, évidemment, il faut quand même regarder où on investit en matière de culture. Alors, certes, il est difficile de prévoir une sortie de crise, mais quand les finances d'une collectivité territoriale sont aussi assujetties au modèle qui est celui-là, avec les conséquences d'exclusion sociale que l'on connaît, il y a urgence à se réinterroger pour se réinventer. C'est pourquoi le groupe de gauche citoyenne, communiste et républicaine considère qu'il y a urgence à ouvrir tous ces débats pour tenter d'enrayer cet inexorable mouvement qui nous conduira dans le mur. Vous ne serez pas surpris que nous ne voterons pas ce budget. Bien, on a été à l'écoute, très patient, nous, sans nous énerver.